Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, le ministre de l'Intérieur accuse son homologue en charge de l'agriculture et de l'élevage de ne pas s'être suffisamment impliqué dans la gestion de la fièvre de la vallée du Rift et Gervais Ndirakobucha de rappeler aux bailleurs qui ont promis d'aider le Burundi en ce qui est des vaccins d'honorer leurs promesses ou, au cas contraire, de le leur faire savoir. Vous le suivrez dans ce journal. La décision du ministre de l'Éducation qui prévoit de mélanger les classes pour un meilleur rendement risque de produire le contraire du résultat escompté, du moins selon le point de vue du représentant de la Fédération des syndicats du corps enseignant au Burundi, qui appelle leur ministre de tutelle de toujours privilégier le dialogue et les débats avant de prendre une telle décision. Et puis les forces de défense et de sécurité grognent et font savoir qu'ils se nourrissent de denrées avariées à cause de leurs responsables qui préfèrent vendre la nourriture leur destinée pour se remplir les poches. Les détails, c'est aussi dans ce journal où l'on vous parlera également des inquiétudes des étudiants de l'Université du Burundi, campus Rohiro, qui craignent pour leur santé après 3 jours passés sans eau potable. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Ouvrons ce journal par cette actualité en brève qui parle de la sécurité routière, où 7 personnes ont perdu la vie dans un accident de roulage ce mercredi. Il s'agit de 3 militaires et de 4 civils. Le drame a eu lieu dans une localité appelée Kugatwe, c'est dans la commune Buganda de la province Chibitoke. Cet accident a également fait plusieurs blessés, dont quelques cas graves. Il est survenu lorsque les militaires de la position du village d'Ondava se rendaient au lieu où ils s'approvisionnent en eau. L'excès de vitesse serait la cause de cet accident, du moins selon certains témoins oculaires. Et je vous le disais en titre, certains membres du corps de défense et de sécurité du Burundi s'indignent de la nourriture qui leur est donnée et accusent de vol les chargés de la logistique. Ils disent que, mis à part que certains aliments sont de mauvaise qualité, d'autres ne leur sont plus accordés. Éloge divin, Rémiche. Certains militaires et policiers burundais révèlent que certains aliments qu'on leur donne sont de très mauvaise qualité. Ils illustrent leurs propos en donnant l'exemple des haricots. Ce militaire dit qu'il mange des haricots pleins de charançon et ce, à cause des magouilles orchestrées par le chargé de logistique. Le haricot qu'on nous donne à manger est de mauvaise qualité. Les militaires soupçonnent le chargé de la logistique de détourner le haricot se trouvant dans les stocks pour les revendre aux commerçants qui lui donnent ensuite les stocks invendus faute de clients. Ces commerçants donnent le reste de l'argent par la suite à son chargé de la logistique. Mais vous comprenez qu'il n'agit pas tout seul. Il est clair qu'il collabore avec le commandant du camp. Même son de cloche au sein de la police burundaise. Ici, un des policiers qui s'est entretenu avec la RPA nous parle des stratégies utilisées par les chargés de la logistique pour détourner la nourriture leur destinée. Les chargés de la logistique reçoivent un budget destiné à l'achat de la nourriture. Puis ils s'entendent avec les commerçants qui fournissent soit des haricots de mauvaise qualité à bas prix, ou soit ils échangent les stocks de haricots de bonne qualité déjà achetés à ceux de haricots de mauvaise qualité, moyennant un versement d'argent de la part des commerçants. En plus de ces haricots de mauvaise qualité, ces membres des corps de défense et de sécurité du Burundi font savoir que certains aliments comme les légumes, les pommes de terre et les cornes de bœuf ne sont plus servis comme avant. Ils demandent ainsi aux autorités hiérarchiques de l'armée et de la police en général de mener des enquêtes sur ces cas de vol afin d'y mettre fin. La rédaction de la RPA a voulu s'enquérir de la situation auprès des 2 porte-paroles de ces 2 corps concernés. Désiré Douimana, porte-parole de la police burundaise, a qualifié les propos de ces policiers de mensongers et a ajouté que si un cas avéré existe, ces policiers devraient s'en remettre aux autorités hiérarchiques, tandis que Floribert Uyeleke, qui est le porte-parole de l'armée, a préféré nous rapprocher au nez après une brève présentation.
Ilos Divin Rémiche, Amnaro, le personnel et le comité de santé du centre de santé de Gitara en commune Gisodi dénoncent, eux, le détournement de 3 millions de francs burundis de ce centre de santé. Ils pointent du doigt l'ancien titulaire de ce centre et son gestionnaire d'être responsables de ce vol en complicité avec le médecin-chef du district sanitaire de Fota. Le point avec Onésime de Chimagid. Après avoir entendu parler des cas de détournement des fonds au centre de santé de Gitara en commune Gisodi, le comité de santé chargé du suivi des activités de ce centre a mené une enquête et a pu constater qu'un montant de 3 millions de francs burundais a été détourné. Le responsable de ce cas de vol serait l'ancien titulaire du centre de santé et son gestionnaire selon le comité de santé. Ce dernier accuse également le médecin-chef du district sanitaire de Fota d'être complice pour n'avoir pas sanctionné les responsables de ce vol, témoigne un des membres de ce comité de santé. L'argent a été détourné par l'ancien titulaire de ce centre de santé du nom de Didas Nyongabo et son gestionnaire prénommé Jeanne en complicité avec le médecin-chef du district sanitaire de Fota, Nazer Dereiman. Au lieu d'être sanctionnés, les responsables du vol ont été simplement mutés ailleurs par le médecin-chef de district. L'un des accusés a été muté à Gisodi et l'autre au centre de santé de Guinare et le dossier a été ainsi bâclé. Pour les membres du comité de santé, les responsables de ce vol devraient être sanctionnés conformément à la loi car le fait d'être muté ailleurs n'est pas une sanction, surtout que l'un des présumés coupables a été muté dans un centre de santé situé tout près de son domicile. Pour le moment, les patients qui fréquentent ce centre de santé manquent de médicaments parce qu'il n'y a pas d'argent pour s'approvisionner. Le personnel et le comité de santé du centre de santé de Gitara demandent au ministère de la Santé publique d'effectuer une descente sur terrain pour s'enquérir de la situation. Le centre de santé manque déjà certains médicaments parce qu'il n'y a pas d'argent pour s'en approvisionner. Nous demandons au ministère de la Santé publique d'intervenir pour éviter qu'il y ait des victimes au sein de la population qui fréquente ce centre de santé. Contacté à ce propos, le docteur Nazen Dereimana, médecin-chef du district sanitaire de Fota, nous a indiqué qu'il n'est pas au courant de ce cas de vol. Merci à toi Onésime Douchimagide. Toujours en page gouvernance, certains habitants de Kiremba accusent leur gouverneur de prendre à la légère les allégations de détournement de fonds à l'encontre de l'administrateur. En effet, ce samedi, le gouverneur de Ngodi a tout simplement demandé à l'administrateur de Kiremba de se ressaisir. Émile Nivasumba. Le gouverneur de la province Ngozi, Emmanuel Ntachonsanze, a demandé à l'administrateur de Kiremba, Pascal Sevigo, de ne plus violer la loi. Il évoquait la benne de la commune que l'administrateur a fait réparer pour plus de 21 millions de francs burundais sans aucun appel d'offres, alors que le conseil communal avait décidé de la vendre. Sur la question de la benne, nous tous l'avons constaté. Même les envoyés du ministre ont remarqué que l'attribution du marché a violé la loi. La commune a accordé ce marché arbitrairement à une personne. Il fallait faire un appel d'offres pour qu'il y ait une compétition. Monsieur l'administrateur, je pense que vous avez compris. Nous demandons que vous respectiez la loi. Certains habitants de Kiremba disent ne pas comprendre pourquoi le gouverneur semble minimiser ce qu'a fait l'administrateur. D'autres habitants, comme celui-ci, saluent les efforts du gouverneur, mais restent sceptiques. D'une part, nous avons apprécié les efforts fournis par le gouverneur de Ngozi pour venir s'enquérir de la situation dans notre commune. D'autre part, nous avons des doutes. Peut-être qu'aucune décision ne va être prise pour réparer les dégâts. Dans ce pays, des gens commettent des fautes, mais au lieu d'être punis, ils sont récompensés. Cette question de détournement de fonds dans la commune Kiremba a été évoquée depuis l'année dernière, mais les conseillers communaux semblent avoir eu du mal à trouver une solution appropriée.
Dans le dossier du viol d'une jeune élève de l'école fondamentale de Nyamibou commis le 8 mai dernier en zone Kizuka de la commune et province Rumongi, 2 autres personnes ont été arrêtées ce mardi puis conduites au cachot du commissariat provincial de la police à Rumongi. Jonas Nimenya, chef de la sous-colline de Kizuka, et le prénommé Alphonse, responsable de 10 maisons sur la même colline, rejoignent le nommé Richard Ndagijimana, enseignant prestant à l'école fondamentale Nyamibou, détenu depuis le 15 juillet pour avoir aidé le présumé auteur du crime à s'évader. Selon des informations en provenance de Rumongi, le chef de la colline Kizuka du nom de Pascal Hakizimana a été lui aussi auditionné ce mercredi par un officier de la police judiciaire pour le même dossier. Justice toujours, une femme habitant au chef-lieu de la province Makamba vient de passer 6 jours sous les verrous sur ordre du procureur général à la dite province. Elle est accusée de non-coopération avec la justice. Les informations en provenance de la population locale indiquent toutefois que cette incarcération aurait pour but de lui spolier sa propriété foncière. Marie-Ange Irakoz. La femme incarcérée répond au nom de Marie-Chantal Nijimbere de la localité communément appelée Kujabururi. Nous sommes au chef-lieu de la province Makamba. Les informations en provenance des voisins de Marie-Chantal indiquent qu'un conflit foncier oppose celle-ci à ses neveux. Cette population fait également savoir que Marie-Chantal Nijimbere a été emprisonnée jeudi dernier sur ordre du procureur général de la République en province de Makamba. Ce dernier l'aurait reproché de s'être absenté au cours de la descente sur terrain effectuée dans le cadre du dit conflit. Il a été arrêté depuis jeudi dernier sans aucun mandat. Il avait reçu une convocation en provenance du procureur l'annonçant qu'ils allaient procéder à une descente sur terrain mardi dernier. Il a attendu leur arrivée le jour J, mais personne ne s'est présenté. Le lendemain, il a continué à vaquer à cette activité génératrice de revenus. Il est retourné voir le procureur jeudi dernier pour lui demander de lui fixer un autre rendez-vous. Et celui-ci s'est précipité à la jeter au cachot. Il lui a dit qu'il allait l'emprisonner pour 3 semaines, puisqu'il ne s'était pas présenté mercredi. Cependant, les voisins de la femme sous les verrous affirment qu'elle a reçu la parcelle en conflit en bonne et due forme. Ils font savoir que cet emprisonnement viserait à la contraindre de rendre cette propriété. Il a reçu la parcelle en conflit comme un don émanant de sa sœur avant que celle-ci aille se marier. Elle est en possession des documents attestant que la parcelle lui appartient. Mais parce que ses neveux ont beaucoup d'argent, ces papiers n'ont aucune valeur pour eux car ils manipulent les autorités. Depuis qu'elle est au cachot, les gens ne cessent de venir la menacer qu'elle ne sortira pas avant d'avoir remis la parcelle que sa sœur lui a donnée. Les voisins de Marie-Chantal indiquent également qu'ils craignent qu'une fois sortie, elle pourrait même être assassinée car, disent-ils, ses neveux sont connus d'un nombreux meurtres mais restent intouchables. Il y a même des rumeurs qui courent comme quoi elle sera sortie du cachot le soir pour être étranglée par la suite. Toutes les personnes qui connaissent cette femme ont donc peur car ses neveux sont réputés d'avoir tué des gens. Ils sont craints car il faut la pluie et le bon temps. Ces habitants de Makamba indiquent même que ce dossier est connu du ministre en charge de la justice. Ils demandent donc au procureur général de la République à Makamba de ne pas être téléguidé par une des parties en conflit et de trancher conformément à la loi. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons des cas de corruption et des manœuvres visant à lasser les demandeurs de services que cette population de Makamba reproche à certaines autorités judiciaires de la place. Marie-Ange Irakoudzi. De la page justice, passons à la page éducation, où le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique envisage de suspendre au cours de l'année scolaire 2022-2023 toutes les classes montantes de l'enseignement fondamental, ne totalisant pas au moins 25 apprenants, de même que les classes de l'enseignement poste fondamental, ne comptant pas au moins 20 élèves. Cela transparaît dans une correspondance du 11 juillet que le ministre ayant l'éducation dans ses attributions a adressée à tous les directeurs provinciaux de l'éducation, même si cette autorité indique que c'est dans le souci d'une gestion rationnelle et efficiente des ressources matérielles et humaines. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation, FENASEB en sigle, trouve que l'application de ces mesures aura des retombées négatives. Le
reportage est signé Eric Nyonzima. La correspondance numéro 614 et 5777-2022 que le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a adressé à tous les directeurs provinciaux de l'éducation a comme objet gestion rationnelle et efficiente des ressources matérielles et humaines des écoles. À travers cette correspondance du 11 juillet, le ministre François Hazelman invite les responsables provinciaux de l'éducation d'organiser dans les meilleurs délais des réunions de concentration avec les directeurs communaux de l'éducation pour une meilleure planification de la rentrée scolaire 2022-2023. Le ministre ayant l'éducation dans ses attributions fait savoir que toutes les classes montantes de l'enseignement fondamental, ne totalisant pas au moins 25 apprenants, seront momentanément suspendues pour réaffecter ces élèves dans les écoles du même réseau scolaire. Il en est de même pour les classes de l'enseignement post-fondamental, ne comptant pas au moins 20 élèves. Selon le ministre François Hazelman, les élèves concernés seront affectés dans les autres écoles organisées la même section, on sait, de la même direction communale de l'éducation. Même si le ministre de l'Éducation indique que cela permettra d'optimiser la gestion des ressources matérielles et humaines, la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation, FENASEB, trouve que l'application de ces mesures aura des retombées négatives. Antoine Manouma, il est le président de la FENASEB. Au cas où la mesure est appliquée, des retombées négatives ne tarderont pas à se manifester tant du côté des apprenants que du côté des enseignants. On trouve que certaines sections sont ouvertes dans peu d'écoles au sein d'une commune scolaire. Au moment où les classes de ces sections sont fermées, les élèves seront obligés de parcourir de longues distances pour parvenir aux nouvelles écoles d'affectation. La conséquence, c'est la fatigue et la réduction des performances. Les enseignants qui y dispensent des cours seraient sensiblement affectés suite à la perte des heures prestées, la diminution du volume horaire ou la perte d'emploi, selon le niveau ou le domaine de formation. La FENASEB demande au ministre de l'Éducation de suspendre cette mesure et de privilégier le dialogue avec les partenaires sociaux pour parvenir à de meilleures décisions. En page société, les étudiants fréquentant l'université du Burundi au campus Lohilo craignent d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène. Depuis 3 jours, il manque d'eau potable alors que ce campus compte un effectif important d'étudiants. Ces derniers demandent aux responsables de cette université et à la régie des eaux de faire tout leur possible pour réapprovisionner ce campus en eau potable. Le point avec Inès Gakita. Depuis lundi de cette semaine en cours, le campus Lohelo n'est pas servi en eau potable et jusqu'à ce mercredi, la situation était la même. Les étudiants de ce campus craignent d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène. Les latrines sont pleines de déchets car ils n'ont pas de l'eau pour faire la propreté. Un des étudiants de ce campus indique également que ceux qui vont dans la bibliothèque respirent des odeurs nauséabondes qui proviennent de ces latrines. Le manque d'eau potable s'est manifesté depuis ce lundi jusqu'à aujourd'hui. Par conséquent, les toilettes sont pleines de déchets, qu'on ne trouve pas d'espace où mettre le pied. Alors nous sommes vraiment étonnés de voir qu'un tel campus peut manquer d'eau jusqu'à ce point et que rien n'est fait pour résoudre ce problème. Nous voyons que cela peut nous causer des maladies, parce que quand nous allons le matin à la bibliothèque pour réviser les cours, on respire des odeurs nauséabondes provenant de ces déchets. Ces étudiants précisent aussi que même si les travailleurs du campus ont commencé à aller puiser de l'eau dans la rivière Moura, située près de ce campus, la quantité d'eau puisée ne peut pas suffire étant donné le grand nombre d'étudiants qui fréquentent ce campus Lohelo. Aujourd'hui, les travailleurs ont puisé de l'eau avec des seaux et ils ont essayé de nettoyer les latrines. Mais cela n'a pas changé grand-chose, car les excréments restent à la surface parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour les chasser. Étant donné qu'il y a un grand nombre d'étudiants dans ce campus, nous pouvons attraper des maladies si le problème n'est pas résolu. Ainsi, ces étudiants demandent avec insistance aux responsables de l'université du Burundi et à la société régie des eaux qui distribue l'eau de résoudre ce problème dans l'immédiat afin qu'il soit approvisionné en eau potable comme c'était le cas auparavant. Inès Gachiza, le ministre de l'Intérieur accuse le directeur général de l'élevage de ne pas avoir accompli correctement son travail
dans la lutte contre la maladie de la fièvre de la vallée du Rift. Dans la réunion qu'il a tenue ce mardi avec le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, à l'endroit des hauts cadres chargés de l'élevage, Gervin Dilakobucha a dénoncé les organisations internationales comme l'OPNUD, la FAO, le PAM ainsi que d'autres qui avaient promis de contribuer pour la recherche des vaccins, mais qui selon lui n'y voient aucune urgence. Pour lui, l'heure est de se déclarer s'ils vont débloquer ou pas ces fonds. Suivi. Qu'ils nous disent clairement s'ils comptent nous donner cet argent ou non. Mais c'est vrai, si tu vas dans leur sens et que tu leur promets de confectionner d'abord une cartographie, finalement, ils vont en conclure que l'impact n'est pas si grand que ça. Si tu ne leur montres pas l'impact socio-économique que ça a déjà engendré, ça ne marchera jamais. Revisitez l'histoire de notre pays et vous comprendrez la valeur de la vache pour un Burundais. Je doute fort que vous leur ayez parlé de l'impact socio-économique consécutif à cette maladie. Il faut qu'ils nous disent s'ils vont débloquer cet argent ou pas. Comme ça, on pourra étudier les autres voies de sortie. C'est aussi simple que cela. De son côté, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a annoncé que le gouvernement va bientôt débloquer 4 milliards pour l'achat des vaccins contre la maladie de la fièvre de la vallée du Rift. Deogui de Lulema a aussi indiqué que bientôt ses techniciens vont organiser les activités d'abattage des animaux après leur consultation suivie. D'abord, nous avons décidé qu'il faut absolument disponibiliser les vaccins. Et le ministère en charge de l'Intérieur a promis la disponibilisation des fonds pour l'achat des vaccins. Et puis, nous avons aussi instruit les cadres en charge du service de l'élevage de nous faire un plan réaliste des activités qui vont concerner l'avant la vaccination, pendant la vaccination et la période après la vaccination. Mais aussi, nous avons instruit les cadres du ministère en charge de l'élevage de nous préparer un plan de riposte, d'intervention, à l'instar du plan qui a été mis en place, de la stratégie qui a été mise en place pour permettre aux musulmans, lors de leur fête du mouton, d'avoir accès effectivement aux moutons à égorger. Ainsi, ils vont nous proposer d'ici demain un plan de faire des lieux de mise en quarantaine des animaux qui pourraient être utilisés dans la consommation quotidienne de la viande au sein de la population. Hors de nos frontières, les réfugiés burundais du camp de Nakivale en Ouganda font savoir que les prix pour les denrées alimentaires de base sont devenus exorbitants. Selon ces réfugiés, une somme de plus de 1000 francs ougandais a été ajoutée à chaque kilogramme de ces denrées. La longue sécheresse qui s'est abattue sur ce pays serait à l'origine de cette situation. Les détails avec Emmanuel Nyongeko. Les conséquences de la sécheresse qui s'est abattue sur l'Ouganda depuis le mois d'avril commencent à se manifester. Presque tous les champs sont asséchés, ce qui fait qu'il risque de ne pas y avoir de récolte. Conséquemment, les prix des denrées alimentaires comme le haricot et le maïs ont été sensiblement revus à la hausse. Selon les réfugiés burundais du camp de Nakivale en Ouganda, chaque article a été majoré d'au moins 1000 francs le kilogramme. Par exemple, le kilogramme de haricots qui coûtait entre 1500 et 1700 francs au mois d'avril et mai s'achète aujourd'hui entre 2500 et 3000 francs. Quant au maïs, le kilogramme qui était à 1000 francs revient aujourd'hui à 1800 ou 2000 francs. D'autres articles comme le charbon et l'huile ont été aussi revus à la hausse depuis le mois d'avril. Pour le moment, les réfugiés burundais du camp de Nakivale craignent que la situation n'aille en s'empirant. En fait, tout le pays est concerné. La récolte a vraiment été des plus mauvaises. Tout cela est dû à l'insuffisance des pluies. C'est pour cela qu'il s'observe cette flambée des prix. L'autre facteur qui a provoqué la hausse des prix est le carburant. Dernièrement, il y a eu une hausse remarquable du prix du carburant. Pour le moment, nous craignons que dans les mois à venir, à partir du mois d'août ou septembre, les prix augmentent encore.
N'ayant aucune autre source de revenus, les réfugiés s'inquiètent pour leur avenir, vu que les produits issus de leurs champs les aidaient à compléter la maigre ration alimentaire leur octroyée par le HCR. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de mon confrère Emmanuel Niungeko que prend fin le journal en français de ce mercredi 20 juillet 2022. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.